Bonjour à toutes et à tous. Marie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'Institut Montaigne pour cette nouvelle séance autour du rôle des femmes dans le développement d'une intelligence artificielle inclusive. Aujourd'hui, à nos côtés, un très beau panel, plusieurs femmes que je vais vous présenter les unes après les autres. Nous avons tout d'abord, bien sûr, Anne Bouvreau. Chère Anne, vous êtes présidente du conseil d'administration de Technicolor et présidente de la fondation Aveona. Et vous êtes effectivement également la responsable de cette fondation qui a été le partenaire privilégié de l'Institut Montaigne pour notre formation en ligne Objectif IA. À nos côtés également Valérie Lavdlan. Madame, bonjour. Vous êtes directrice générale de Business et Décision France et directrice générale déléguée du groupe Business et Décision. À nos côtés également, Laurence Lafont. Bonjour Madame, merci également de vous prêter à cet exercice. Vous êtes présidente d'Impact IA et COO de Microsoft France. Également à nos côtés, Anne-Laure Thielien. Bonjour à vous. Vous êtes vice-présidente IA chez Capgemini. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également pour l'Institut Montaigne Camille Godot. Chère Camille, bonjour. Vous êtes donc la directrice adjointe de l'Institut et je crois que je vous laisse la parole tout de suite pour introduire ces échanges. Merci beaucoup Marie, merci à toutes d'être présentes et merci à Laurence Lafont de permettre cet événement au sein d'Exploria. Alors, pour cette table ronde, je suis ravie de modérer sur le thème « Quel rôle pour les femmes dans le développement d'une IA inclusive ?» Donc, nous allons toutes ensemble en discuter. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a lancé à l'Institut Montaigne notre projet de formation Objectif IA, il y avait l'idée de donner accès à tous à l'intelligence artificielle. On a tout de suite visé une formation qui devait toucher 1% des Français. Donc pour toucher aussi largement les Français, et cette formation on l'a lancée en partenariat avec Open Classroom et la Fondation Aveona, nous avons décidé de faire une formation très, très pédagogique, gratuite, accessible à tous et réalisable en moins de 6 heures. Cette formation, vous pourrez la faire après notre table ronde, elle est disponible sur le site de l'Institut Montaigne ou sur le site d'Open Classroom. Alors Anne, je vais vous poser la première question. Les algorithmes, quand on sait que les algorithmes sont programmés à 90% par des développeurs masculins, le risque de reproduire et de diffuser à grande échelle des stéréotypes discriminants est certainement très fort. Comment on peut expliquer un tel déséquilibre dans l'intelligence artificielle? Et pouvez-vous nous dire, dans la continuité de cette première question, en quoi il est important, peut-être même plus que dans d'autres domaines, que l'avenir de l'IA soit construit par des hommes et des femmes? Merci beaucoup Camille et bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez bien dit Camille, il se trouve qu'on a parmi les codeurs 80-90% parmi les développeurs d'hommes. Alors les formations, ce sont en général des gens qui ont fait des formations scientifiques et pour diverses raisons, c'est plutôt des jeunes garçons. Et puis il y a ce stéréotype que quand on fait du codage, c'est 24 heures sur 24 dans un garage ou en tout cas dans une caisse sans fenêtre et donc ça peut ne pas être attractif pour tout le monde. Bref, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ce sont plutôt des jeunes hommes et puis des hommes, et puis des gens qui ont fait des études scientifiques. J'insiste là-dessus parce que ça donne un prisme aussi en termes d'approche des choses. Et donc forcément, on a tous des biais inconscients. Et le premier biais, je pense, c'est pas forcément un biais homme-femme. Le premier biais, quand on est développeur informatique, c'est qu'on pense que tout le monde a accès aux mêmes outils, tout le monde a un smartphone dernière génération avec de la 5G, tout le monde a un ordinateur à haut débit avec un écran à haute résolution et tout le monde sait très bien se servir de tous ces outils-là. Et ça, je pense que c'est une des premières choses qu'il faut qu'on note. C'est pas le cas, bien sûr, et si on développe avec ça en tête, on va pas toucher tous les publics. Alors bien sûr, c'est aussi vrai quand on pense que tout le monde est comme toi un jeune homme ou un homme, et donc on a tendance à ne pas penser que certains des utilisateurs, et plutôt la moitié en général, sont des femmes. Il y a aussi des biais liés à l'âge. On a tendance à penser que tout le monde a à peu près le même âge que soi. Donc c'est important d'une manière générale, mais c'est particulièrement important pour des programmes d'intelligence artificielle et d'informatique qui vont s'adresser dans la vie de tous les jours à absolument tout le monde. C'est particulièrement important d'avoir des équipes qui sont inclusives, qui sont mixtes,
et qui rassemble pas uniquement des scientifiques, pas uniquement des jeunes, pas uniquement des hommes, pour pouvoir avoir des choses qui sont beaucoup plus adaptées à qui nous sommes en tant que société. Alors sur ce sujet-là, je voulais juste mentionner un projet avant de mentionner de nouveau le MOOC Objectifia. Nous avons fait avec l'Institut Montaigne il y a quelques mois un rapport. Anne-Laure a participé avec Capgemini, c'était Thierry Delaporte qui était coprésident du rapport avec moi. Un rapport qui s'appelle Algorithme contrôle des biais, s'il vous plaît, qui regarde le sujet des biais algorithmiques. Et une des recommandations de ce rapport, c'est justement d'avoir des équipes inclusives et diverses, à la fois pour le développement et pour l'implémentation des projets d'intelligence artificielle et d'informatique. Et donc, parce qu'il faut s'appliquer à soi-même les recommandations qu'on fait, on s'est assuré pour ce MOOC Objectifia que les personnes qui rédigent le contenu du MOOC, les rédacteurs, on a eu une rédactrice, Anna Choury, et un rédacteur, Sébastien Egenberg, donc une équipe paritaire. Et en termes de présentateurs, on a fait appel à des vulgarisateurs scientifiques. Et donc, on a à la fois Florence Porcel et Sébastien Carassou, qui sont les vulgarisateurs sur ce MOOC. Donc voilà, je ne vais pas intervenir plus longtemps sur le sujet. On a vous avez d'autres questions, Camille, et après on voudra prendre des questions des invités. Merci. Merci beaucoup, Anne. Ma prochaine question ira pour Anne-Laure Thiolan, s'il vous plaît. Vous nous avez aidé à développer le cours Objectifia, dans lequel il y a plusieurs chapitres, et notamment un chapitre qui concerne la conception même de l'algorithme de l'intelligence artificielle. Et ma question, c'est de savoir en quoi il faut faire attention lorsqu'on va concevoir ce type d'algorithme, à quoi il faut faire attention quand on le crée, mais aussi à quoi il faut faire attention quand on utilise des solutions d'intelligence artificielle. Absolument. Merci pour cette question. Parce qu'en fait, il faut regarder en fait un projet d'intelligence artificielle dans son ensemble et pas forcément considérer que justement un projet d'intelligence artificielle ne se résume que au développement et au déploiement simplement d'un algorithme mathématique compliqué. Du coup, ce que je voulais faire avec vous ce matin, c'est prendre un petit peu de temps justement pour rappeler ce qu'on a écrit effectivement dans le MOOC Objectifia, qui est de décrire vraiment comment se passe un projet d'intelligence artificielle de bout en bout. Et on va voir que finalement, la portion qui est réservée entre guillemets à l'algorithme mathématique compliqué, c'est pas la partie principale vraiment du projet. Si je résume, pour aller vite, et j'invite d'ailleurs tout le monde, tous les participants à aller voir le MOOC, à s'y inscrire et à le suivre, il est vraiment très bien fait. Je ne dis pas ça que parce que j'y ai participé, je le pense vraiment, je l'ai d'ailleurs envoyé à toute ma famille, parce qu'il s'agit vraiment d'éduquer le plus de monde possible. On a 4 grandes étapes en fait dans un projet d'intelligence artificielle. D'abord, on cadre le projet, ensuite on doit préparer les données. On va mettre à disposition ces données, en effet, de l'algorithme qu'on va construire. Ensuite, on va le mettre en production et après, on va rentrer dans une étape de surveillance. Et donc, on va parcourir ensemble un petit peu ces étapes et vous allez voir combien il est extrêmement important d'avoir une équipe diverse, pluridisciplinaire, de background et de sensibilités différentes pour s'assurer du succès du projet dans son ensemble. Et justement, quand vous regardez ne serait-ce que la première étape, qui est peut-être la plus importante, le cadrage, en gros, ça revient à se poser la question de ce projet IA, il va servir à quoi? Et vous n'imaginez pas encore combien de projets IA sont encore démarrés sans un but clair ou un objectif clair de service rendu à une équipe, à une population utilisatrice, etc., etc. Parce que c'est encore très tentant finalement de se focaliser uniquement sur la technologie. Du coup, si on regarde un petit peu cette première phase de cadrage, en gros, ça veut dire se poser 3 questions. Le projet IA, ça fait quoi? Deuxièmement, pour qui? Et troisièmement, à qui? Donc, ça fait quoi? Ça veut dire quel est le but recherché? Par exemple, détecter en avance de phase des pannes sur une chaîne d'assemblage, ou alors traiter une certaine proportion de questions ou de requêtes automatiquement, comme des factures à réconcilier, par exemple. Maintenant, deuxième question, pour qui? Les fonctions de l'entreprise qui vont être utilisatrices et donc impactées par ce projet. Donc,
par exemple le service client ou le service comptabilité. Et ensuite, acquis, et ça c'est souvent une étape qu'on oublie dans le cadrage, c'est quels sont les humains, au sens large, utilisateurs ou cibles de ce projet IA, comment doivent-ils être gardés dans la boucle d'une décision ou d'une action, quelles sont les transformations à apporter aux équipes autour de cette solution, quelles sont les formations à faire, le réaménagement des tâches, etc., etc. Et donc là, typiquement, vous voyez bien qu'on n'a pas encore touché à la technologie, on se pose juste la question de l'usage, et c'est là aussi où on doit se poser la question des considérations éthiques. Est-ce que la finalité de la solution est correcte? Est-ce que l'impact sur l'humain est correctement traité? Est-ce que la question de la transparence et de l'explicabilité des résultats que l'on va obtenir a été soulevée? Est-ce que la solution peut comporter ou même amplifier, c'est ce que vous avez dit Anne, certains biais qui existent aujourd'hui dans la société. Donc, voilà, typiquement, en tant que femme, on peut être sensible à tous les projets utilisant des systèmes de recommandation qui seraient basés sur l'état actuel du marché. Et en effet, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans la tech. C'est ce qui va se retrouver retranscrit dans les données marché. Ce n'est pas ce qu'on veut renforcer dans un algorithme, par exemple, de recommandation. Donc, on va devoir détecter ce biais et le corriger dans les données. Donc là, vous voyez qu'on était uniquement dans la première étape du cadrage et il faut absolument qu'on ait dans cette étape de cadrage une équipe la plus diverse possible. Donc on ne parle pas que d'une diversité de genre, mais aussi de profils non technologiques. On parle de profils métiers et on parle surtout de profils non experts, car il faut absolument que les utilisateurs non experts, voilà, différentes populations d'âge, comme vous le disiez Anne, puissent comprendre la solution, comprendre ce qu'elle va faire et ce que ça implique. Voilà. Donc, une fois qu'on est clair sur le cadrage, on a fait une étape et on n'a pas encore touché à l'algorithme. Dans la deuxième étape de préparation des données, là aussi, on va avoir besoin de profils divers parce que, comme je vous l'ai dit, il va falloir vraiment vérifier si dans les données que l'on utilise pour entraîner l'algorithme, on ne va pas prolonger ou même amplifier des biais qui existent aujourd'hui dans cette retranscription de la réalité qui est faite dans les données. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument critique dans le développement d'un projet d'intelligence artificielle et dans la mise au point de l'algorithme. On va auditer un petit peu les données, on va ouvrir voilà, la boîte les données qui vont entrer dans l'algorithme et on va vérifier s'il y a des populations, des nationalités, des minorités qui sont peut-être sous-représentées. Et à cause de cet audit, on va pouvoir, du coup, en fonction du cas d'usage, peut-être générer ou corriger certaines données pour ne pas prolonger ni amplifier les biais dans la solution finale. Voilà. Alors, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, il reste encore deux étapes. Donc là, on a bien défini ce qu'il fallait faire. On a mis au point une solution avec des données qu'on a peut-être corrigées pour vérifier qu'on n'amplifiait pas de biais. Il reste encore deux étapes, la mise en production et la surveillance. Et là encore, on va encore une fois avoir besoin de profils non experts. Donc, mais prenez pas sur ce que je dis, on a bien sûr besoin de profils experts, mais il faut absolument être complet dans l'équipe qui va mettre en production et surveiller l'algorithme pour vérifier que quand on passe à l'échelle, quand on passe dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on n'est plus en phase de test, il n'y a pas de dérive de la précision de l'algorithme, il n'y a pas de dérive par rapport à la finalité qu'on avait définie au début et que voilà, la solution se comporte correctement dans le temps. Et donc tout ça, toute cette surveillance continue, pour cela, on va absolument avoir besoin de profils différents, de profils divers dans l'équipe, donc des diversités de nationalités, d'éducation, de curriculum, des diversités d'âge, comme vous le disiez aussi Anne, des diversités en termes de facilité d'accès, de facilité d'utilisation des solutions digitales, d'inclure aussi des personnes en situation de handicap, d'inclure des personnes avec peut-être des intelligences différentes, parce que nous, en tant qu'humains, nous avons chacun nos propres biais cognitifs. Il y a aussi des biais cachés dans les données dont je vous ai parlé. Plus votre équipe de projet IA est divers,
plus vous allez avoir de chances de détecter des choses que vous-même, en tant que personne, avez peut-être manqué à cause de voilà, des biais que vous avez en tant qu'humain, et c'est tout à fait naturel et normal. Voilà, donc en résumé, si je dois vraiment résumer ce à quoi il faut faire attention dans les projets IA, numéro 1, bien définir la finalité du projet. Si vous n'êtes pas au clair avec ça, vous n'allez pas pouvoir surveiller en fait dans toutes les étapes du projet IA que vous avez bien rempli votre contrat. Numéro 2, définissez bien les différents profils dont vous avez besoin. Si vous avez une équipe de projet IA qui est constituée uniquement de data scientists, vous ratez probablement 90% des potentiels biais ou dangers que vous devriez vérifier et que vous devriez peut-être corriger. Numéro 3, mettez vraiment en place un processus continu de surveillance des résultats de ce projet IA. L'IA ne s'arrête pas quand l'algorithme marche, ni quand il est mis en production. Il faut vraiment mettre en place une solution de surveillance de ce projet IA. Le dernier point, peut-être le plus important, prenez le temps d'expliquer. Prenez le temps d'expliquer autour de vous, prenez le temps d'expliquer à des populations qui ne sont pas forcément au fait des dernières avancées technologiques, de à quoi ça sert, des impacts sur la gestion des données, quelles sont les données utilisées, comment elles sont utilisées, pourquoi, comment elles sont protégées, etc., etc. Cette partie explication-éducation est extrêmement importante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très clair. On comprend parfaitement les étapes que nous devons respecter donc pour éviter les biais. Alors, dans le prolongement de cette conversation, Valérie Lavdal, vous, chez Orange, vous avez décidé de mettre en place une charte qui engage les entreprises qui le souhaitent donc à lutter contre les biais et les stéréotypes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce thème est très cher à Orange et puis quel est l'objectif de cette charte? Bonjour à tous et à tous. Alors, au sein d'Orange, on a pris un certain nombre d'initiatives. Effectivement, on est les premiers signataires de la charte pour l'IA inclusive, charte internationale. Je vais revenir là-dessus. On a aussi inclus dans notre raison d'être un monde numérique responsable, comme ça a été évoqué. Je crois que c'est tout un écosystème, hein. C'est pas simplement la signature d'une charte. Alors, cette charte, elle a pour objectif de promouvoir la diversité. Et il y a pas mal de choses qui ont été. Donc, la mixité dans les équipes, la formation, organisée pour évaluer, parce qu'on est persuadé qu'on ne contrôle pas et qu'on n'évalue pas, il n'y aura pas de résultats probants, corriger les biais qui pourraient être constatés, accompagner. Donc, on a tout un tas d'initiatives aussi sur tout le territoire pour réduire la fracture numérique. On se rend compte que tout le monde n'a pas accès de façon égalitaire aux outils. Lever tous les freins qui pourraient exister, alors pour les femmes et pas que pour les femmes. Nous avons aussi signé, il y a depuis plus de 11 ans, on a mis en place l'accord de Gender Equality dans plus de 17 pays. Donc c'est un ensemble d'initiatives. Vous voyez, la raison d'être, la charte, on soutient également Impactia et la formation qui est excellente, et je la recommande également à faire. On va la déployer dans tout le groupe Orange et puis on va soutenir l'initiative sur le marché. Et puis dans nos recrutements également, comme ça a été très bien dit par Anne et Anne-Laure, dans nos recrutements, en tant que responsable d'entreprise, en tant que dirigeant, nous devons être attentifs effectivement à avoir une mixité des profils. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas ingénieure et je dirige depuis plus de temps chez Orange des filiales qui sont dans le cloud, aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et l'IA, et auparavant dans le développement informatique. Et j'ai jamais écrit une ligne de code et je pense que j'arrive pourtant à comprendre les sujets et à accompagner, donc c'est possible pour tout le monde. Donc ça, je crois qu'on a aussi une grande responsabilité d'expliquer, de démystifier et de dire que si on le souhaite, tout est possible. Pour revenir sur l'intelligence artificielle et effectivement les biais, il faut tester, corriger et bâtir un référentiel qui soit le reflet de la société. Alors, c'est les femmes, mais ce n'est pas que les femmes, il y a toutes sortes de discriminations. Et effectivement, comme ça a été dit auparavant, les données qui sont incluses dans l'intelligence artificielle, dont l'intelligence artificielle va se nourrir pour apprendre, elles sont le reflet de la société, donc elles comportent les biais possibles et imaginables. Donc ça, il faut absolument
être très très vigilant sur le sujet, corriger, tester, former nos data scientists, avoir des équipes pluridisciplinaires et qu'on puisse tous apporter nos regards différents et nos valeurs ajoutées. Donc nous y sommes très très vigilants chez Orange. Nous avons aussi lancé une école de la data et de l'IA dans laquelle je suis fière de dire qu'il y a 50% de femmes, donc, comme quoi c'est possible. Et je me posais la question hier en préparant cette réunion ce matin, je me disais mais pourquoi? Et finalement, je crois que c'est parce qu'on est allé au-devant des écoles, on est allé voir les ingénieurs, et pas que des ingénieurs d'ailleurs, puisqu'il a été dit, on peut avoir des experts, il faut d'autres experts qui viennent apporter leur valeur ajoutée. Et je pense que l'explication, la sensibilisation a permis de convaincre certaines femmes de rejoindre cette école de l'intelligence artificielle. On a aussi une activité très importante autour de l'éthique. Donc, on a publié un livre blanc et un second va sortir, téléchargeable sur notre site, sur une data éthique pour une IA éthique. Et j'ai nommé un directeur de la data science et de l'intelligence artificielle, data ethic officer. Et voilà, pour marquer le coup et pour dire que c'est très important, et j'espère que cette initiative elle sera suivie dans d'autres grandes entreprises. Voilà, quelqu'un qui va être chargé de s'assurer que ces sujets-là sont bien dans tout ce qu'on fait autour de l'intelligence artificielle, parce qu'on est persuadé que l'intelligence artificielle peut aussi faciliter l'inclusion, elle peut aussi faciliter la vie des gens, elle peut créer de la valeur et elle peut aussi lisser les inégalités si justement au départ on s'est assuré qu'elle est le reflet de la société. Donc vous voyez un grand nombre d'initiatives et nous agissons tous les jours, partout, à chaque fois que c'est possible, et je crois qu'il faut inlassablement continuer, expliquer, former, réexpliquer jusqu'à ce que ça devienne un réflexe naturel et qu'on arrive à corriger tous ces biais. Tous les acteurs aient bien ça en tête. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter en nous indiquant comment les autres entreprises ont adhéré à votre charte? Elles sont spontanément venues vers vous? Alors oui, on est contacté. Je crois que tous les grands groupes aujourd'hui, tous les clients d'Orange sont très sensibles à cette initiative et veulent s'y associer. Donc, nous sommes en discussion avec un grand nombre de clients et je pense qu'on va avoir dans les semaines et dans les mois qui viennent beaucoup d'adhésion à cette charte parce qu'effectivement, elle est aussi demandée par nos salariés, par nos clients et je pense que dans le futur, il ne suffira pas de déclarer qu'on est éthique ou qu'on est pour une IA inclusive. Il faudra des éléments de preuve. Et donc, les premiers éléments de preuve, c'est de l'engagement. Et puis, c'est d'agir sur le terrain et de le démontrer. Donc, je pense que tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'incantation. Merci beaucoup. Laurence Lafont, donc ma question ira pour vous, ma dernière question. Vous êtes présidente d'Impactia, vous êtes aussi CEO de Microsoft France. J'imagine que vous partagez les points qui ont été développés sur l'IA inclusive, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, selon vous, quels sont les leviers que nous pourrions mettre en place pour plus de femmes dans l'intelligence artificielle? Oui, bonjour à toutes et tous. Bien évidemment, j'adhère à 100% avec tout ce qui a été présenté jusqu'à présent dans ce webinaire. Je pense qu'on a bien vu les enjeux de développement d'un environnement extrêmement divers et inclusif dans le domaine de l'intelligence artificielle et les raisons pour lesquelles c'est si important. Au niveau des leviers, en fait, pour moi, il y a vraiment 3 sujets sur lesquels il faut qu'on soit très engagé. Le premier, c'est de faire découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle, je vais y revenir dans un instant. Le deuxième, c'est de développer et de conduire des stratégies extrêmement proactives et déterminées pour rétablir un équilibre, notamment hommes-femmes, mais on verra qu'il y a effectivement aussi d'autres sujets de diversité apportés dans le domaine de l'IA, mais rétablir ces équilibres au travers, encore une fois, de stratégies de formation très proactives. Et puis le troisième, c'est dans les organisations, et en particulier dans les entreprises, de conduire également des stratégies au niveau du développement humain de diversité et d'inclusion. Et donc, je vous propose de reprendre peut-être ces 3 points et évoquer quelques exemples d'actions et de leviers que nous avons à notre disposition. Faire découvrir l'IA, on en a beaucoup parlé. On est là aussi aujourd'hui dans le cadre de ces 2 semaines en fait, que nous avons souhaité lancer au niveau du collectif Impact AI, qui est un collectif très, très engagé pour le développement
d'une IA éthique et responsable en France. Cet événement Exploria, il a vraiment pour objectif de faire découvrir l'intelligence artificielle au plus grand nombre. Et quand on dit au plus grand nombre, c'est aussi, bien sûr, aux jeunes filles. On le voit, il y a une méconnaissance. On l'a évoqué, il y a des clichés. Anne en parlait en préambule sur ces perceptions un peu que l'IA c'est réservé aux garçons. Ce sont des métiers peut-être très techniques et qui peuvent faire peur ou qui n'attirent pas les jeunes filles. Donc on se doit d'expliquer ce que c'est que cette technologie, toutes les facettes. Le MOOC Objectif IA qui a été développé est formidable en ce sens puisqu'il permet vraiment de mieux comprendre encore une fois, toutes les facettes et les aspérités de cette technologie et la diversité également des métiers associés à l'IA, parce que c'est vrai que l'IA, ce n'est pas que réservé à des data scientists, ce n'est pas que réservé à des personnes qui vont devoir faire du développement. Il y a des enjeux de design, il y a des enjeux d'analyse de données, il y a des enjeux sociologiques également au niveau de l'IA, donc une grande diversité et richesse de métiers possibles. Donc, il faut qu'on s'engage et je suis vraiment ravie qu'on soit tous autour de la table ce matin et très engagés, très présents dans la promotion du MOOC, Objectif IA, et dans l'événement Exploria pour contribuer à cette meilleure connaissance, encore une fois, de la technologie. Le deuxième axe que j'évoquais, c'est le levier sur la formation. On a beaucoup évoqué les personnes aujourd'hui très formées dans le domaine de l'IA. On parle des data scientists, on parle de profils Bac+5, etc. On doit absolument ouvrir le champ des possibles dans le domaine de l'intelligence artificielle à des personnes qui ont des profils très différents, à des personnes qui ne sont pas forcément dans des cursus d'ingénieurs, même si bien sûr il nous en faut encore plus. Et il faut qu'on développe et qu'on promeuve ces cursus auprès des jeunes femmes. Mais je voulais mentionner l'initiative que nous avons lancée côté Microsoft France avec notre écosystème de partenaires qui s'appelle l'école IA, qui permet finalement de montrer là aussi que des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont dans des métiers qui n'ont rien à voir avec cette technologie, peuvent se former, se convertir, se reconvertir à ces métiers autour de la data, du data management, par des formations qui sont des formations, alors qu'on appelle un peu l'école de la deuxième chance, des formations très disruptives peut-être par rapport aux formations traditionnelles, qui vont permettre en 7 mois de formation théorique, en 12 mois de contrat de professionnalisation, de développer des compétences, de développer des capacités pour ensuite opérer des métiers dans le domaine du data management et de l'IA. On a aujourd'hui plus de 20 écoles qui sont installées sur l'ensemble du territoire et on a testé une promo qu'on avait appelée promo ambition féminine, puisqu'on s'était dit on veut montrer aussi bien sûr qu'on peut avoir des femmes dans ces filières-là, et donc cette promo avait 80% de femmes. Elle a très très bien marché avec d'ailleurs des apprentissages, je dirais, au niveau du comportement, au niveau du travail en collaboration, etc. Très intéressant. Enfin, le Simplon, qui est notre partenaire sur cette formation, a mis une sociologue en fait sur le sujet pour analyser aussi tous ces retours d'expérience de promotion où il y a plus de femmes. Et donc notre objectif et l'engagement qu'on a pris, c'est d'avoir nous aussi, comme l'évoquait Valérie, 50% de femmes dans toutes les promotions école IA pour montrer que c'est possible et pour créer, ce que j'évoquais dans cette nécessité de créer les conditions et de créer la place pour permettre à des femmes de se développer dans ces filières. Et le dernier point, et je pense qu'on l'a tout évoqué ce matin également, c'est véritablement de créer des cadres divers et inclusifs dans les organisations. Si on n'est pas nous-mêmes extrêmement mobilisés pour s'assurer que les femmes, quand elles rejoignent des entreprises, notamment dans le domaine de la tech, mais pas que, elles se sentent à l'aise, elles se sentent incluses, embrassées au sens de leurs contraintes, de leur diversité, de leurs souhaits de développement, etc., on n'arrivera pas à recréer cet équilibre entre les hommes et les femmes dans les organisations. On a les mêmes problématiques au niveau de la diversité de handicap. Il faut être extrêmement intentionnel, il faut former les managers à des pratiques de management inclusives. C'est ce que nous faisons notamment chez Microsoft, et on voit que ça sert énormément pour permettre ensuite aux managers de mieux appréhender la diversité, de mieux appréhender des profils très différents qu'ils ont à manager, et notamment des profils féminins. Et encore une fois, pas que, mais notamment des profils féminins, et donc permettre de créer le cadre pour que les femmes, elles se sentent bien et qu'elles puissent se développer dans des organisations, dans des entreprises, et notamment dans les métiers de la tech.
Voilà, donc les 3 leviers qui, en tout cas, moi, me semblent extrêmement importants et sur lesquels je crois qu'on est toutes très mobilisées dans ce panel ce matin. Merci beaucoup pour ce développement, c'était très clair. Peut-être avant de passer aux questions du public, est-ce que l'une ou l'autre souhaite rebondir ou compléter ce qui a été dit? C'est Anne, moi je veux bien. Je voudrais rebondir sur ce que Laurence vient de dire. Je pense que le sujet de la formation tout au long de la vie, c'est très important, particulièrement important dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que ça fait partie des technologies qui impactent le travail et la manière dont chacun et chacune on travaille aujourd'hui. Et donc ça va faire changer et puis parfois disparaître un certain nombre de métiers. Et il faut prendre ça comme une opportunité de continuer à former les gens, et en l'occurrence les femmes puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi tout le monde sur quels sont les autres métiers qu'on peut faire. Et donc, ce côté, comment est-ce qu'on prend quelqu'un qui a une formation, par exemple, dans le domaine de la comptabilité ou dans le domaine de la radiologie ou dans tout un tas de domaines, et comment est-ce qu'on utilise ça pour former quelqu'un à l'intelligence artificielle? Je trouve que c'est particulièrement intéressant et particulièrement pertinent. Donc, je voulais juste souligner ça. Et effectivement, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu dis, Anne, enfin, nous on l'a vu dans l'école IA, on a des juristes, on a des personnes qui viennent de milieux, des enseignants, etc., qui prennent conscience en fait de tout le potentiel que peut représenter cette technologie, je dirais, pour repenser son métier très différemment et qui s'intéressent du coup au développement aussi de leurs compétences dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que je trouve ça super parce que on n'est pas que sur des filières, encore une fois, techniques ou scientifiques. Il y a vraiment de la place pour beaucoup de profils pour développer ses compétences dans le domaine de l'IA. Ouais, je vais rebondir aussi sur ce point qui est très important, c'est qu'effectivement, pour avoir recruté alors des ingénieurs, mais pas que, justement, et pour avoir fait cette expérience des profils que je dis atypiques, parce qu'effectivement, ils viennent d'autres filières, et je pense que travailler dans l'intelligence artificielle, la data ou l'informatique, c'est plutôt une appétence et une tournure d'esprit, et que cette tournure d'esprit, on peut la trouver et ses capacités dans n'importe quel type de filière. Et aujourd'hui, moi, j'ai aussi pas mal milité pour dire que les ingénieurs ont beaucoup à apprendre de ce qu'on appelle les écoles de commerce ou autres filières, skills, et puis inversement. Et il faut de plus en plus créer des passerelles entre ces filières. Et j'avais participé à la création d'un master dans ce domaine, un master du numérique. Alors, c'était très, très étonnant de voir qu'il n'en existait pas quand on l'a fait. Et on a justement mixé les profils pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils se rendent compte effectivement les valeurs ajoutées croisées sont plus importantes que les valeurs ajoutées par verticaux, les ingénieurs tout seuls et puis les autres à côté. Donc ça, plus on va développer des projets autour de ça, plus on va avoir des pluridisciplinaires, plus ça va devenir naturel. Et je crois que les jeunes générations, elles ont parfaitement intégré ce sujet-là. Elles ont beaucoup moins de barrières que ce qu'on a pu avoir dans le passé. Il faut absolument l'encourager et l'amplifier. Et si je peux même renforcer le point que vous venez de faire, Valérie, donc il faut aussi continuer d'encourager les jeunes filles à aussi se lancer dans les filières finalement scientifiques. Donc pour le coup, moi c'est mon background. J'ai fait des études d'ingénieur, peut-être envers et contre tout, parce que c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses, mais malgré tout. Ça existe. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même une un petit peu aussi de l'ouverture de cette filière aux femmes. Typiquement, je vous donne un exemple. Donc, moi, je suis en charge de l'intelligence artificielle pour le groupe Capgemini. Au sein de nos équipes, la patronne de notre centre d'excellence intelligence artificielle en Angleterre est une femme. La patronne de notre centre d'excellence IA en Inde est une femme. J'ai rencontré aussi une leader fantastique pour notre région Asie-Pacifique, c'est une femme également. Voilà, enfin, il y a aussi cette richesse et ce mouvement où finalement on s'aperçoit que voilà, on peut très bien être d'un background scientifique, prendre beaucoup de plaisir à coder, ne pas forcément passer ses soirées dans son garage,
je ne passe pas mes soirées dans mon garage. Voilà, il y a, voilà, il y a peut-être des stéréotypes et tout ça que finalement, au fur et à mesure, voilà, on commence à faire évoluer et finalement, ces métiers font moins peur finalement aux jeunes filles qui disent, bah oui, finalement, c'est fun et j'ai tout à fait ma place et j'ai pas besoin de me justifier. Je suis totalement avoir ma place dans des filières scientifiques. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Ah oui, c'est très important. Et d'ailleurs, en fait, je pense que ça, c'est un sujet aussi très important. Il faut que les femmes, elles osent. On en parle très souvent, mais dans les carrières, on parle de plafond de verre, de tout un tas de choses. En fait, il faut assumer, et de le faire très bien. Il faut assumer ce qu'on est. Si on est scientifique, on est scientifique. Si on n'est pas scientifique, c'est pas grave. Voilà, il faut promouvoir, affirmer, et puis si on a envie d'y aller, y aller. Et effectivement, j'entendais hier une interview de chercheuse qui a travaillé sur ces sujets d'inclusion des femmes notamment. Et elle disait que même dans les lettres de motivation qui sont envoyées pour postuler à des postes techniques et autres, elle ne mettait pas en avant un certain nombre de sujets et qui sont pourtant des qualités essentielles pour réussir dans de la data et de l'IA. Alors qu'en fait, elles ont les compétences. Ça, effectivement, il faut qu'on sensibilise, qu'on continue à dire que c'est tout à fait possible et qu'elles sont tout aussi brillantes que les hommes. Et si je peux peut-être faire encore un petit point avant qu'on passe aux questions, les stéréotypes, c'est des choses qui bougent. Je pense que un certain nombre d'entre vous, probablement toutes celles qui sont sur le panel, mais je ne sais pas pour les invités, ont vu dans les années 50, le job de codeur ou de programmateur informatique, c'était un travail pour les femmes, et il y avait des publicités dans les magazines féminins en expliquant que c'était vraiment des qualités féminines qu'il fallait pour faire de la programmation, et que si on était bonne à la cuisine et à la tenue de sa maison, eh bien, on pouvait très bien programmer. Donc c'est des stéréotypes, mais absolument inversés avec le stéréotype qu'on a à l'heure actuelle. Merci à tous pour ces éléments. Alors, on va passer maintenant aux questions. Alors, il y a beaucoup de questions sur la formation. On en a beaucoup parlé. Donc, je vais peut-être juste en retenir une que je trouve assez intéressante pour prolonger cet échange. Vous avez parlé pas mal d'initiatives privées que vous avez pu lancer pour corriger ce biais. Et la question qui est posée à plusieurs reprises, c'est comment faire pour rassembler les initiatives privées et les rapprocher des formations publiques. Il y a d'autres questions qui reviennent sur l'idée que pour aujourd'hui, la formation pour l'intelligence artificielle, c'est plutôt une priorité aux grandes écoles et non aux universités. Et comment on fait pour que cet enseignement soit plus accessible dans n'importe quel parcours? Je peux peut-être démarrer, si vous le souhaitez, sur ce sujet. Enfin, je pense qu'il y a effectivement, quand on parle de formation, la formation initiale et la formation continue. Au niveau de la formation initiale, j'ai envie de dire, on a déjà pris pas mal de retard sur la formation au numérique. Donc là, il faut qu'on accélère dans le domaine de l'IA et qu'on essaie de ne pas se remettre en retard comme on a pu l'être dans le domaine du numérique. Donc, on appelle beaucoup de nos voeux et je pense que dans beaucoup d'associations, on pousse aussi l'éducation nationale à accélérer des modules de formation à l'intelligence artificielle. On voit que maintenant, il y a de la formation au numérique au travers des parcours pédagogiques au niveau des collèges et des lycées. Il faut qu'on accélère sur des modules de formation à l'IA et donc des structures, des fondations comme FAMAT Numérique qui fédèrent en fait la plupart, beaucoup d'associations qui promeuvent le développement et l'égalité hommes-femmes dans les métiers du numérique, eh bien, portent aussi très fortement ce message-là. Il faut qu'on continue parce que, encore une fois, si l'éducation nationale n'inscrit pas la formation à l'IA, je dirais, de manière obligatoire dans les parcours pédagogiques, eh bien, on va continuer à pousser, mais on n'aura pas forcément le même niveau d'impact que l'on aurait au travers de cela. Donc ça, c'est sur la formation initiale. Au niveau des universités, les universités bougent quand même. Il y a pas mal de cursus, de masters qui sont en train de se créer. Enfin, nous, on est très engagés avec pas mal d'universités pour les aider à créer ces curriculums et intégrer de l'IA dans des masters scientifiques, techniques. Donc, je pense que là, tout le monde a pris conscience de l'absolue nécessité et également de l'opportunité. Quand on parle de création d'emplois, on est dans un domaine où il y a zéro chômage aujourd'hui et des perspectives, je dirais, d'emploi extrêmement positives pour l'avenir. Donc, c'est plus l'offre qu'il faut maintenant accélérer. Et encore une fois, côté université, nous, on voit pas mal
d'établissements qui créent ces cursus et ces masters. Et sur la formation continue, eh bien là, il faut travailler sur la diversité des programmes. J'évoquais l'école IA qui effectivement est une initiative privée mais collective. Il faut travailler avec les différents instituts de formation professionnelle pour, encore une fois, amener cette agilité dans les offres disponibles pour permettre à chacun de se reconvertir et de se former sans qu'on soit, encore une fois, dans des parcours de 50 formations. On peut faire des choses beaucoup plus courtes qui permettent, encore une fois, à des personnes eh bien, de se reconvertir et de développer ses compétences tout au long de la vie. Merci beaucoup. On peut peut-être passer maintenant à une question sur les biais qui me semble être intéressante, puisqu'on dit comment on peut être sûr de ne pas réinjecter d'autres biais en corrigeant les biais actuels. Ah oui, c'est sûr que c'est toujours des questions compliquées. En fait, quand on regarde et quand on conçoit finalement un projet IA, on va avoir une étape où on va regarder la répartition des données selon plusieurs variables. En fonction de ce qu'on va vouloir obtenir, donc je sais pas moi, détecter une panne ou recommander un service ou ce genre de choses, on va regarder quelles sont les variables. Donc, je sais pas moi, la température ou le nombre de requêtes ou leur répartition dans le temps ou leur répartition dans l'espace ou dans ce genre de choses. Et on va regarder quelles sont les variables qui sont importantes pour notre projet. En fonction de ces variables, on va regarder comment est-ce que les données sont réparties et c'est là qu'on va pouvoir s'apercevoir s'il y a des biais ou pas. Il y avait une question justement qui demandait comment est-ce corriger les biais de données. Il y a certains projets où on doit générer des données de façon artificielle pour rééquilibrer justement la répartition, par exemple en termes d'âge, en termes de, encore une fois, répartition géographique ou des choses comme ça. Donc, à chaque fois en fait qu'on va corriger un jeu de données, on va refaire ce travail d'examen pour les variables qui sont importantes pour notre projet. Est-ce que les données sont bien réparties? Est-ce que tout le monde est représenté correctement? Et c'est justement pour ça que je vous parlais dans mon exposé de mettre en place une surveillance continue des performances, de la précision et du service rendu par la solution. Et c'est avec cette surveillance continue qu'on va s'apercevoir et qu'on va détecter le plus tôt possible s'il y a une apparition d'un nouveau biais ou si finalement le contexte a changé ou les données ont changé. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid, il y a des données qui ont changé parce qu'on ne se comportait plus de la même manière. Il a fallu du coup retravailler certains algorithmes en fonction de ça. Voilà, donc pour résumer, c'est d'abord un examen précis de comment sont réparties les données et ensuite une surveillance continue de comment est-ce que la solution IA se comporte, est-ce qu'elle rend toujours le service rendu parce que par rapport à ce qu'on avait défini au démarrage. Oui, si je peux ajouter un élément, au niveau de la communauté européenne, c'est juste une question par rapport à ça, il y a des travaux, une commission qui a établi un certain nombre de critères qu'une IA doit respecter pour être éthique et responsable. Et justement, il y en a un qui est la transparence. Donc, d'ailleurs, qui est assez complexe aujourd'hui parce qu'on n'a pas tous les éléments pour qu'une IA soit transparente. Elle apprend aussi par elle-même, donc c'est compliqué. Mais on va atteindre bientôt le niveau mathématique suffisant pour pouvoir avoir cette transparence complète des algorithmes et de comment une intelligence artificielle fonctionne. Et donc ça, c'est un élément très, très important qui va permettre aussi de réguler et de créer un référentiel responsable et qu'on pourra contrôler. Voilà, ça va beaucoup aider. Oui, absolument. Et justement, dans ces travaux avec la Commission européenne et sur la partie de la transparence, il y a un point qui est extrêmement important, c'est justement dans la conception des projets IA, concevoir un recours pour l'utilisateur si la personne juge que le résultat n'est pas celui attendu ou qu'il y a potentiellement en effet un effet qui est pas juste. Il faut, c'est un des principes de design qui est demandé, il faut que la personne utilisatrice de cette solution puisse contacter quelqu'un pour faire remonter potentiellement un problème. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, ce dont surveillance de la précision et de la qualité finalement de la solution IA
va prendre en compte ces retours utilisateurs pour potentiellement lever une alerte et dire attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément comme c'était attendu au démarrage. Et ça fait justement partie voilà, de cette étape de conception du projet en avance de phase. Si on ne permet pas en fait ce retour de l'utilisateur vers la solution pour dire attention, il y a potentiellement un problème, regardez, c'est là où du coup on peut potentiellement s'exposer à des dérives, des risques et du coup des biais qui apparaissent qu'on n'avait pas forcément planifiés. Voilà. Qui amène d'ailleurs, enfin, ce que tu évoques, Marie, me fait penser à tous les enjeux de gouvernance en fait, dans les entreprises, dans les organisations qui travaillent sur des projets d'intelligence artificielle pour s'assurer justement qu'on balise ou qu'on accompagne toutes ces étapes et qu'on met en place les garde-fous en termes d'éthique, d'analyse de biais, d'analyse de comportement, de prise de décision, etc. C'est des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé au niveau du collectif Impact AI et d'un groupe de travail qui porte justement sur ces outils de gouvernance dans les entreprises et effectivement en relation étroite avec la Commission européenne qui se penche énormément sur ces sujets et sur les modèles finalement de gouvernance, les bons modèles de gouvernance à mettre en place dans les organisations pour accompagner un usage extrêmement inclusif et transparent et éthique de ces technologies. Il y a du travail. C'est bien d'être conscient effectivement des enjeux pour ensuite mettre en place les modèles et les gouvernances dans les organisations pour les adresser. Alors, il existe déjà un cadre législatif en Europe avec le RGPD. Est-ce que on a parlé de la charte d'Orange, il y a des initiatives qui sont pas coercitives. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une loi? Je veux bien commencer à répondre à ça. On a toujours cette tentation quand on est sur une nouvelle technologie de se dire il faut des nouvelles lois. Donc je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce qui existe déjà. Et donc c'est vrai, Camille, vous l'avez bien dit, il y a le RGPD, tout le règlement sur la protection des données personnelles. Alors c'est accès de données, ça tombe bien parce que l'intelligence artificielle, le premier élément de l'intelligence artificielle, c'est des données. C'est aussi très axé vie privée, donc ça répond à un certain nombre de problématiques. Après, il y a un certain nombre de lois, de choses qui existent dans le monde d'avant l'intelligence artificielle et notamment dans le domaine des discriminations. Il y a un certain nombre de critères de discrimination qui sont dans la loi française, dans la loi européenne. On a un défenseur des droits en France, Jacques Toubon d'ailleurs est en train de prendre sa retraite, mais pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une conférence en ligne organisée par le défenseur des droits sur le sujet des biais et de la discrimination dans l'intelligence artificielle, parce que eux, ils ont plus l'habitude de regarder ça dans la vie physique et non pas numérique. Donc là, je pense qu'il faut juste dire ces principes-là continuent à s'appliquer dans le monde numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut regarder, c'est y a-t-il des domaines qui sont vraiment nouveaux, vraiment pas couverts, et dans ce cas-là, c'est sur ces choses-là qu'il faudrait se pencher sur le fait de faire une nouvelle loi. Mais je pense que c'est important de ne pas avoir le premier réflexe qui est de dire ça y est, redéfinissons tout le cadre juridique dans ce nouveau monde. Merci beaucoup, Anne. Dans la continuité de cette question, on a une question du public qui est quel conseil auriez-vous à donner à des jeunes juristes avocats qui s'intéressent au numérique et à l'intelligence artificielle afin qu'ils comprennent mieux les dossiers et comment ils peuvent être amenés à trouver une place auprès des ingénieurs? Alors là, les juristes, je veux bien commencer à répondre. Sur un petit faible pour les avocats et les juristes parce qu'ils nous aident beaucoup dans la gestion des risques. Et donc, je pense que c'est justement autour de ces sujets-là qu'ils vont pouvoir aider les ingénieurs et les opérationnels. Un bon juriste, c'est un juriste qui comprend ce que fait l'opérationnel et qui lui apporte les éléments de droit qui permettent de protéger finalement le projet ou ce qui va être délivré par l'ingénieur. Donc, je pense que c'est pareil. C'est comme on l'a dit pour les femmes, il n'y a pas de raison qu'un juriste soit capable de comprendre des sujets complexes comme ceux de l'intelligence artificielle. Il suffit qu'on lui explique l'objectif de ce qu'on est en train de faire au travers d'un algorithme ou d'un projet, de ce qu'on cherche à faire. Et à partir de là, il va être capable de le traduire dans des éléments juridiques et d'identifier les risques, donc qu'ils soient RGPD comme ça a été dit,
ou que ce soit d'autres natures, et de protéger finalement les intérêts de l'entreprise ou de ceux qui sont en train de délivrer de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a aucun frein, aucune limite. Les juristes ont tous les outils et toutes les capacités pour accompagner. Donc, mon conseil, ce serait vraiment de se mettre en proximité des projets et des ingénieurs pour essayer de voir quelles sont les finalités et petit à petit d'apprendre finalement ce métier comme d'autres peuvent. Ils sont essentiels dans le dispositif parce qu'ils nous aideront à aussi voir les impacts et les risques que parfois, avec leur regard, ils voient avant nous ou de façon préventive. Oui, je pense que peut-être pour compléter sur ce que dit Valérie, il y a deux points. Enfin, un, c'est bien comprendre le potentiel et toute l'opportunité, encore une fois, que représente l'IA quand on est juriste et dans le métier finalement juridique. Et donc là, ben, on ne peut qu'inviter chacun à se former et utiliser le MOOC pour déjà bien appréhender les rudiments de cette technologie. Et puis ensuite, c'est rentrer un peu plus dans l'usage qu'on peut en faire avec les données qui sont à disposition, que ce soit dans l'organisation, dans l'entreprise par exemple. Aujourd'hui, on a des gisements de données dans toutes les organisations qui sont clairement peu utilisées même par l'entreprise elle-même, hein, bien évidemment. Et donc là, c'est comment les juristes vont pouvoir être aidés grâce à l'IA et grâce aux données qui sont disponibles dans l'entreprise pour peut-être éclairer des prises de décision, aller chercher une information beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, faire des corrélations donc, qui sont rendues possibles par ces technologies pour, encore une fois, les aider dans la pratique de leur métier au quotidien. Et donc là, il y a énormément de projets aujourd'hui hein, qui tournent autour de l'utilisation effectivement de la data et de l'IA pour aider dans le domaine juridique. Et puis après, je pense qu'ils ont un rôle extrêmement important à jouer sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, sur l'éthique, sur un usage responsable, etc. Et donc, pour être capable d'éclairer, je dirais, ces débats et ces discussions, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société, ben, il faut se former, il faut bien comprendre tout l'apport et tous les garde-fous, encore une fois, qu'il faut mettre en place par rapport à ces technologies. Donc, je pense que c'est vraiment un domaine où là, il y a vraiment une importance majeure à ce que les juristes, les avocats appréhendent bien cette technologie et puis aident à son meilleur usage. Merci beaucoup. Il nous reste maintenant 5 minutes. On a une question sur faut-il privilégier la diversité aux compétences? En gros, faut-il vraiment mettre des novices dans les groupes pour concevoir des projets d'intelligence artificielle au détriment peut-être de la qualité du projet? Qui veut se lancer? Alors, je veux bien me lancer en préambule, juste rapidement. En fait, tout dépend de savoir comment est-ce qu'on mesure la qualité. Parce que justement, pour moi, un projet d'intelligence artificielle qui ne serait mené que par des experts, qui fonctionnerait très bien, mais qui ne serait pas du tout compris par la population utilisatrice ou par le public, je ne considère pas que du coup, la qualité du projet soit bonne. Parce qu'au final, peut-être que l'algorithme sera parfait et va très bien fonctionner, mais la solution ne sera pas utilisée correctement. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir un petit peu cette notion de qualité et de conception des projets. Un bon projet d'intelligence artificielle n'est pas forcément un projet qui va utiliser la meilleure technologie ou le dernier algorithme qui est sorti du monde de la recherche. Un bon projet d'intelligence artificielle est un projet qui est compris, qui sert à quelque chose et qui apporte un bénéfice tangible aux utilisateurs ou aux citoyens qui en sont les utilisateurs. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si je peux rajouter un point, je pense qu'on est en train de parler de choses qui se font en groupe. Et quand on parle de décision de groupe, si on demande aux gens qui organisent le projet de prendre des décisions individuelles, qui est la personne à prendre pour ce poste-là, qui est la personne, et que c'est une somme de décisions individuelles, on a un grand risque d'arriver avec à chaque fois l'expert le plus pointu, et puis en général ça va être un homme, et puis en général ça va être quelqu'un qui a une très bonne
formation initiale qui correspond à 100%, etc. Mais si on réfléchit collectivement à comment composer un groupe et qu'on se rend compte collectivement que, en fait, on est en train de mettre en place une liste de 15 personnes et il y a 15 hommes et ils ont tous fait soit Polytechnique, soit l'école centrale, on se dit, il y a un problème. Donc là, collectivement, quand on réfléchit, on se dit, là, il faudrait faire un changement ici, un changement là, un changement là, parce que c'est évident il ne s'agit pas de parler d'une école en particulier, mais si on met que des gens avec le même profil exactement sur un projet, le projet ne va pas être le meilleur projet du monde. C'est exactement ce qu'Anne-Laure disait. Laurence, Valérie, est-ce que vous voulez dire un petit mot de fin avant qu'on termine cette table ronde? Oui, je crois qu'il faut, merci, il faudrait être vraiment, il faut vraiment être mobilisé, engagé, promouvoir, déployer des écosystèmes qui sont bienveillants, qui sont aidants et qui sont sensibilisants. Et vraiment, c'est, je crois, ça qui sera différenciant. Et dans toutes nos organisations, il y a des grandes organisations autour de la table, dans les intervenants, nous avons un rôle majeur à jouer. Tout à l'heure, on a parlé d'initiatives privées versus légiférées. Mais si les initiatives privées sont très importantes, impactantes au travers de fondations, au travers de signatures de chartes, au travers d'un ADN basé autour de valeurs qui sont nativement inclusives et ouvertes à tous, je pense que ça nous seront beaucoup plus impactants et ça, c'est vraiment essentiel. Merci. Peut-être un mot complémentaire. Voilà, je pense que l'événement ce matin est le reflet d'une mobilisation qui est la nôtre pour faire avancer ces sujets dans la société et dans les entreprises. Alors à toutes les femmes qui nous écoutent, qui étaient présentes ce matin, allez-y, faites le MOOC déjà. C'est peut-être la première chose à faire, découvrir cette technologie au travers du MOOC Objectif IA qui est vraiment très bien fait. Et puis oser franchir ces barrières et avancer dans la découverte de cette technologie qui représente encore une fois une formidable opportunité. Et puis peut-être vous, messieurs, qui nous écoutez aussi ce matin, embrassez cette diversité et je ne doute pas que beaucoup d'entre vous le fassent et prenez le temps aussi de bien découvrir tous les enjeux autour d'une IA inclusive, ouverte, parce que c'est ça qui va créer la société de demain quand on voit tout l'usage de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans tous les métiers. C'est vraiment une technologie qui va nous servir, qui va servir le plus grand nombre et donc très important que chacun soit convaincu de la nécessité de créer ce cadre très ouvert, très inclusif et paritaire. Et merci encore à dernier point de ce webinaire. Et un dernier point pour finir de rebondir sur ce que tu viens de dire, Laurence. En effet, pour toutes les femmes qui nous écoutent, n'hésitez pas aussi à vous lancer dans l'expertise. On a beaucoup parlé des profils non experts et c'est absolument nécessaire, vous l'avez compris, parce que sinon, on n'aura pas de projet là, tu l'as compris. Mais par contre, ne vous mettez pas de barrière sur le fait que, parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas votre place dans les écosystèmes d'innovation, dans la recherche en IA. Avec Capgemini, on va lancer la nouvelle édition des Women in AI Awards le 18 juin. Il y a des profils fantastiques. Pas de prise de tête sur le fait que vous êtes une femme, aucun problème, vous avez votre place, donc lancez-vous et n'ayez pas peur. Merci à vous quatre pour cette table ronde et cet échange très riche. J'étais ravie de modérer cet échange. Je vous remercie à tous d'avoir suivi nos échanges et puis je vous invite évidemment à faire la formation Objectif IA que vous trouvez donc sur Open Classroom, sur le site d'Open Classroom ou sur le site de l'Institut Montaigne. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup également à Marie pour l'ouverture. Au revoir. Merci, bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.